Bonjour à tous, ici Mathieu Laberge. Dans le cadre de ce Sportcom hors série, nous allons vous présenter une entrevue conjointe réalisée le 2 juin dernier en compagnie de Caroline Canuel, cycliste chez SD Works, et de Hugo Hull, membre de la formation Astana Premier Tech. Ces deux Québécois font partie du peloton européen depuis une dizaine d'années où ils sont au service de leurs leaders. Donc, on vous présente leur motivation ainsi que leurs objectifs pour les Jeux olympiques de Tokyo. Merci et bonne écoute. Cyclisme sur route, vous êtes deux professionnels qui courent en Europe. Le cyclisme sur route, c'est un sport différent des autres. On dit souvent que c'est un sport individuel qui se court en équipe et c'est les résultats qui rejaillissent sur une seule personne. Donc, vous êtes souvent des lieutenants sur la route, Caroline, Hugo. Comment vous expliquez aux gens que vous pouvez être fiers, par exemple, d'avoir aidé votre coéquipier, mais que vous finissez 115e, puis pour vous que ce n'est pas important? Comment vous expliquez ça pour justement dire, moi, je suis un lieutenant, puis je peux être aussi fier d'une 115e place que. Ouais. Personnellement, mes coéquipiers, je sais qu'ils sont vraiment forts, ils l'ont prouvé dans le passé. Puis, tu sais, je sais que je peux avoir un bon résultat personnel, mais tu sais, l'équipe est toujours à la recherche d'une victoire. Fait que pour moi, je sais en plus qu'ils peuvent gagner. Fait que pour moi, me sacrifier pour leur résultat, c'est quand même assez facile parce que je sais que Anna, par exemple, elle peut toujours ramener une victoire pour l'équipe. Donc, ouais, c'est assez facile à faire. Et est-ce que ça ajoute une pression? Cette année, Anna arrive à la Flèche Wallonne, elle avait pas le maillot de championne du monde, elle avait la possibilité de remporter une 7e Flèche Wallonne, ce qu'elle a fait. Donc, je veux dire, toi et toutes vos coéquipières, vous voulez l'aider à accomplir cet objectif-là. Là. Ça met une pression de plus? Oui, ben c'est sûr. Surtout la flèche, le but, c'était vraiment de ramener le peloton compact avant de monter le mur. Puis, comme cette année, il y avait un échappé, donc c'était à moi de rouler pour le ramener. Donc, c'est sûr, tu as la pression parce que si, s'il y a un échappé avant le mur, c'est plus difficile pour elle de gagner. Donc, ouais, c'est ça, c'est un travail d'équipe à ce moment-là. Et c'était sa dernière Flèche Wallonne parce qu'elle va prendre sa retraite à la fin de la saison. Donc, ça ajoute à la symbolique aussi. Là. Oui, exactement. Mais tu sais, Anna est assez. C'est vraiment une bonne. Elle est vraiment bonne comme à gagner. Tu sais, comme tu sais que tu as la pression, mais tu sais, elle est vraiment pas intense comme personne. Ouais, mais tu sais, elle leur remercie tout le temps ses coéquipiers après, puis c'est vraiment une bonne personne. OK. Toi, Hugo, tu as été équipé dans des classiques, dans des grands tours, dans des championnats du monde. On sent tout le temps que tu as une fierté là, de faire ta job d'équipier. C'est normal pour toi? Comment dire, c'est une fierté qui s'est développée au fur du temps de faire ce travail-là? Ouais, c'est certain que je suis confortable avec mon rôle d'équipier. Après, un niveau professionnel, chacun a son rôle bien défini. Puis lorsqu'on te donne une mission, si on veut, ou un rôle précis, que tu réussis à l'accomplir et qu'en plus l'équipe finit avec la victoire, donc c'est très satisfaisant. Euh, les, les, les fois où j'ai eu la chance de gagner en équipe ou d'avoir des succès sur des grandes courses comme au Dauphiné, Dauphiné libéré, en 2019, je pense, quand Jacob Foussang avait gagné, il y avait tout un esprit de groupe qui se crée et tout le monde devient meilleur quand notre leader performe. Donc, que ce soit le leader qui gagne à la fin, qui est récompensé, mais aussi tout notre travail puis le fait de faire partie de cet esprit de victoire, ça nous permet de repousser nos limites, d'être tous plus forts ensemble. C'est souvent sous-estimé le lien entre chacun des coureurs, d'être capable d'être loyal puis de faire 100% un travail pour l'équipe parce qu'il y a souvent certains intérêts personnels qui ont envie de passer en avant des intérêts de l'équipe. Donc, il faut que le management soit très, très habile pour bien nous
nous mettre ensemble pour qu'on atteigne notre objectif. Mais moi, personnellement, je retire une grande satisfaction en étant loyal et toujours prêt à donner mon 110% pour mes coéquipiers et m'en sont reconnaissants. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai réussi à bâtir ma réputation de travail de ma carrière. Oui, c'est ça. Puis, donc, les directeurs sportifs, c'est pas juste de la préparation de la stratégie. Il y a une notion de gestion d'ego aussi, des fois, quand il y a beaucoup de gros talents dans une équipe pour une seule et même course. Là. Certainement, je dirais que c'est peut-être la partie la plus complexe, la plus difficile à maîtriser pour eux. Mais lorsqu'on réussit à créer un groupe soudé, les résultats viennent, puis c'est vraiment comme ça qu'on est capable de faire la différence. Peu importe comment, je veux dire, un leader n'est rien sans son équipe et une équipe n'est rien sans son leader, donc les deux fonctionnent ensemble. Lorsque tu réussis à créer un groupe homogène dont chacun respecte son rôle et est confortable avec son rôle, il n'y a pas de chicane, si on veut, et tout le monde marche dans le même sens. C'est là que c'est le plus agréable de faire partie d'une équipe comme ça. Caroline, dans ton équipe, il y a plusieurs athlètes qui sont très talentueuses. Est-ce que c'est un enjeu aussi de gérer ça? Chacun son tour, il va pour la victoire d'équipe? Oui, c'est sûr. Des fois, je me demande comment ils font. Mais j'ai l'impression que tout le monde a eu sa chance dans l'équipe une ou deux fois. Puis je pense que c'est ça qui fait qu'on a une équipe vraiment forte. Ouais, je pense qu'on est capable. C'est vraiment ouvert dans les meetings. C'est quoi tes objectifs? Et puis si tu veux gagner, comme habituellement, tu as le support de l'équipe. Okay. Comme une bonne communication est à la base du succès. Là. Exactement. Hugo, je vais revenir sur une citation que tu avais mentionnée après la 11e étape. Ta 11e place au Tour de France l'année passée, à une étape. Tu dis, vous aviez préparé le coup à un rond-point, vous aviez fait les bordures pour Miguel Angel Lopez, et puis tout votre plan avait bien fonctionné. La veille, ton coéquipier Alexis Lutsenko avait remporté l'étape, mais tu disais que le travail d'équipe, tu disais oui, on était évidemment content du travail de Lutsenko, mais nous n'avions pas nécessairement contribué à ce succès. Aujourd'hui, chacun a mis sa pierre à l'édifice pour que ça fonctionne. Alors, il y a un esprit de satisfaction pour tous. C'est quand même fort. Je veux dire, on compare une étape où Angel Lopez n'a pas gagné l'étape, mais que la satisfaction du groupe commune était vraiment là, très, très, très forte, alors que la veille, c'était un coéquipier qui s'était imposé en solo. Là. Exact. C'est certain que ça, c'était au Tour de France, dans une course à étapes. Il y a différents enjeux, il y a différents objectifs en fonction de la journée. Donc, l'étape que Lutsenko avait gagnée, il était parti en échappée après une trentaine de kilomètres. Puis bon, nous, derrière, on était au chaud dans le peloton. Lui, il a gagné l'étape. Bon, évidemment, pour l'équipe, c'est un moment merveilleux. Ça met une belle ambiance pour le staff, pour tout le monde. Mais c'est d'autant plus le fun quand c'est toute l'équipe qui contribue spécialement à un moment clé à mettre la pression sur la course et à faire la différence tout ensemble. Ça amène un aspect différent. Tu es dans le bus, c'est tout le monde qui contribue, tout le monde est content. Et c'est un peu ce qui crée un bon momentum. Dans le cas du Tour de France, c'était peut-être pas une victoire d'étape pour Miguel Angel Lopez, mais un très bon coup pour son classement général final qui se bâtit au fil des 3 semaines. Puis cette journée-là, on avait bien joué pour conserver cette place-là qui a presque apporté jusqu'à Paris. Oui. Pogacar s'est fait pogner. Ça ne l'a pas empêché de gagner le Tour, mais bon, il a fallu qu'il rame un petit peu plus pour remonter au classement après cette étape-là. Exact. Puis de là, l'importance d'une équipe importe la force du leader. Lorsqu'il y a des hommes en qui il a confiance autour de lui, ça le sécurise, puis ça lui permet d'économiser beaucoup d'énergie. Donc, votre travail d'équipier, tous les deux, vous aidez votre leader, mais c'est pas juste rouler pour le ou la protéger du vent ou pour aller chercher des bidons ou aller remettre des imperméables dans les voitures. Il y a aussi l'aspect mental. Puis ça me faisait penser à la dernière semaine au Giro. On a vu Daniel Martinez qui était dans une montée en train de tirer Egan Bernal. Puis Egan Bernal semblait vraiment à côté. Puis on a vu Martinez vraiment l'encourager avec son poing. Puis, ah ouais, mon gars, t'es capable. C'était quand même, il n'y a pas beaucoup de sports où on voit ça. Je trouvais ça que c'était quand même, ça c'était du beau vélo. Est-ce que vous avez déjà vécu comme coéquipier des moments, peut-être pas identiques, mais semblables où vous sentiez vraiment que c'était un moment important pour votre leader, puis là, c'est comme, je peux faire la différence, là, c'est un moment marquant, très précis pour vous deux?
Mais tu sais, je pense qu'être un leader, tu sais, comme, faut être 100% focus tout le temps, hein. Fait que, tu sais, c'est pas toujours facile. Fait que, tu sais, je pense que dans ce moment-là précis que tu parles, c'est toujours bien d'avoir tes coéquipiers pour te rappeler, genre, tout le monde travaille pour toi, puis... mais j'essaie de penser à un moment, je sais pas. Hugo, s'il y en a un qui te vient en tête pendant Ouais. que Caroline réfléchit à ça, là, une fois où tu sens vraiment que tu as fait la différence? Ouais, il y a certains moments au Tour de France, comme exemple de le coup de bordure, où il fallait que je remonte Lopez à des moments clés où tu sens que si tu n'étais pas là, ça aurait pris une tournure différente. Donc là, c'est clair que c'est important. Après, là, dans une montée aussi, être aussi dominant que le coéquipier de Bernal, c'est une autre chose. Là. Lui, il y a un impact majeur sur tout le Giro, je dirais. Et pour être Mais leader dans une autre équipe, mais bon, ça, c'est une autre affaire. ouais, et aussi chez Ineos, mais là-dedans, il y a tout aussi un esprit de camaraderie entre les deux qui sont capables d'être très proches pour être capables de se sacrifier comme ça pour l'autre. Et justement, comme ils sont très proches, il est capable de dire peut-être plus intensément de le motiver ou de le pousser parce que euh, ça dépend comment tu es proche avec ton leader. C'est pas avec tout le monde que tu es capable d'être aussi incisif puis de le pousser. Il faut apprendre à le connaître aussi pour juger est-ce que ça va être bon pour lui ou ça peut être négatif pour lui. C'est sûr que l'aspect psychologique pour les leaders, c'est souvent sous-estimer tout le stress et la pression qui repose sur eux. Par exemple, au Tour de France, c'est une équipe oui, les coureurs, mais après ça, tout le staff, toute l'équipe, tous les gens qui en dépendent de cette performance-là, ils ont énormément de pression sur leurs épaules. Donc, c'est aussi d'être capable de les relaxer un peu et de les mettre en confiance puisqu'ils ont déjà assez de poids sur les épaules par les autres. Comme toi, bon, je pense que tu es quand même assez ami avec Jacob Fuglsang. Tu pourrais l'encourager de façon différente qu'un autre coéquipier là, avec qui tu es moins proche, mais pour qui tu vas être quand même très professionnel. Là. Oui, exact. Toujours professionnel, mais c'est évident que plus que tu as d'affinité avec ton leader, tu es capable de mieux communiquer, de mieux sentir. Le non-verbal, ça parle beaucoup. Donc, sur le vélo et en dehors du vélo, tu es capable de t'ajuster aussi en conséquence. Mais je pense que définitivement, le lien de confiance, ça doit être très bon pour être capable d'accomplir de belles performances. Caroline, as-tu un moment précis où tu te souviens que tu as fait une différence pour ta leader dans une compétition? Mais tu sais, comme pour Anna, par exemple, Anna, elle aime ça comme plus relaxer en arrière dans le peloton pour elle parce que souvent, elle joue plus dans le final. Fait que, tu sais, de savoir que moi, je suis en avant puis que je couvre les échappées puis tout, ben, tu sais, je pense que ça la relaxe. Elle peut juste, genre, focusser sur qu'est-ce qu'elle a à faire, sa job. Ça enlève un peu de pression. C'est ça. Enlever du stress puis préparer le terrain pour la suite de la course. Là. Exact. Puis dans ces coups de pouce-là, ces aides-là que vous avez offertes, ça fait quand même là, au moins près de 10 ans, là, vous êtes pros à peu près tous les deux. Là, vous avez presque commencé en même temps. Je pense que la plus belle reconnaissance ou marque de satisfaction qu'un coéquipier, qu'un directeur sportif, que quelqu'un du public qui vous a fait là, après avoir fait votre job, c'est quoi? La plus belle chose la plus belle reconnaissance que vous avez reçue pour votre beau travail? Moi, je dirais que c'est surtout, pour moi, pour ma part, c'est surtout quand on arrive dans le bus et que tu vois le sourire de ton pied qui te tape dans la main et qui vient te remercier, il n'y a rien qui apporte plus que ça, que cette satisfaction-là, ce bonheur-là qu'on a ensemble au-delà d'une récompense ou d'un cadeau qui peut nous être offert. Dans certains cas, ça peut arriver aussi lorsque il y a cette comme une tradition quand on gagne des grandes courses, le leader va acheter des cadeaux, mais au-delà de ça, c'est surtout de voir son leader souriant qui vient de taper sur l'épaule qui dit il faut avoir une chance d'être là aujourd'hui parce que sinon on arrête dans le trou. De sentir la confiance qui t'a apporté. Puis c'est comme ça que tu bâtis une relation à long terme pour être capable d'être encore plus performant avec lui. Que ton leader te dise j'y serais jamais arrivé sans toi. Là. Bon, exact, des choses comme ça. Et toi, Caroline? Ouais, moi aussi, c'est pas mal similaire à ce qu'Eiko vient de dire. Puis c'est aussi, je veux dire, c'est pas juste des leaders, c'est rendu des amis, là. Fait que, veux pas, on a créé des liens.
Parler des Jeux olympiques, donc vous êtes tous les deux déjà qualifiés pour les Jeux de Tokyo cet été, s'ils ont lieu. Mais au moins, vous avez eu déjà la chance de vivre la vraie expérience olympique à Rio où vous étiez. C'est une consolation, ça, de savoir que peu importe comment ça va se dérouler à Tokyo, au moins vous avez déjà vécu des vrais jeux, entre guillemets. Ben, c'est sûr. Je veux dire, on a toujours. Je suis toujours contente d'avoir participé au jeu il y a 5 ans maintenant. Mais tu sais, je veux dire, s'il annulerait les jeux demain, je serais vraiment déçue. Fait que je ne sais pas si c'est une consolation ou pas. OK. Toi, Hugo? Ouais, c'est clair que ça va être des jeux spéciaux. J'espère qu'ils vont avoir lieu cette année. Je sais que c'est encore assez tendu comme situation au Japon, mais on garde espoir. C'est sûr que ça va être des jeux spéciaux, peut-être pas la même ambiance qu'on avait à Rio avec, pour moi, les jeux, c'est surtout le village olympique, ce qui se passe comme ambiance, le fait de pouvoir voir d'autres sports, d'échanger avec d'autres athlètes, sortir de notre bulle quotidienne de cyclisme, si on veut, notre monde. Je pense qu'à Tokyo, ça risque d'être différent, donc on n'aura peut-être pas cette sensation-là. Mais ça va m'obliger à aller jusqu'à Paris 2024 pour voir c'est quoi des vrais jeux. OK. C'est quoi la place des Jeux olympiques en cyclisme sur route? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un parallèle à faire avec le tennis. Le tennis a ses tournois du Grand Chelem, le cyclisme a ses monuments, ses classiques, ses grands tours. Déjà, on a vu Alaphilippe, forfait. Bon, je sais que sa blonde est enceinte, ça a peut-être joué dans l'équation, mais est-ce que c'est tout aussi important ou c'est un bonus? Parce que, je veux dire, dans l'histoire de votre sport, je veux dire, le Tour de France, les monuments, les classiques sont quand même beaucoup plus ancrés que les courses olympiques. Je sais que du côté féminin, du fait, je pense qu'on a moins. Bon, on n'a pas de grand tour nécessairement. Fait que je pense que les Jeux olympiques, vraiment, ça a une place spéciale. Pour moi aussi, personnellement, je veux dire, j'ai grandi en regardant les Jeux. Mais tu sais, comme je parle avec d'autres femmes dans le peloton, puis tu sais, les Jeux, c'est comme tout le monde, c'est ça qu'on parle, les Jeux, les Jeux, les Jeux. Fait que je pense que du côté féminin, c'est vraiment, avoir une médaille olympique, c'est grandiose. Ouais. Chez les gars, Hugo, je présume que c'est un peu différent. Un peu, je pense, parce qu'on est vraiment plus une structure professionnelle organisée qui met une certaine pression sur nos objectifs dans la saison. Les jeux restent quelque chose de très important qui marque, je pense, une carrière, puis qui sont très, très respectés. Mais je dirais que la différence, peut-être avec d'autres sports ou avec les femmes en cyclisme, c'est que on a tellement de compétition par rapport à certains sports olympiques que c'est tous les 4 ans sur un grand rendez-vous, puis ils ont peut-être 5 ou 6 Coupes du Monde. Donc, eux, ils finissent les Jeux, ils en ont pour 2 mois de repos, mais nous autres, la semaine après, il faut que tu sois déjà revenu sur le continent européen pour faire une autre course avec ton équipe, puis t'ont libéré 10 jours, mais pas plus. Fait que ça change un peu la dynamique, puis on n'a peut-être pas cette progression vers les Jeux, l'entraînement pendant 1 ou 2 ans en passant seulement aux Jeux olympiques. C'est évident que là, le jour J, tu peux être un petit peu plus stressé ou plus tu l'as plus désiré que nous. Là, j'ai plus le focus sur le Tour de Suisse, après ça, le Tour de France, puis direction olympique. Fait qu'il y a moins cette attente-là, mais une fois qu'on est sur place, je pense que gagner les Jeux ou de faire partie des Jeux olympiques, ça reste que ça marque, puis ça te suit tout au long de ta carrière après, même en dehors de la carrière cycliste lorsque tu as terminé. Ça laisse une belle marque. Oui, puis je veux dire, vous participez au jeu, vous êtes olympien à vie, puis une fois que vous épinglez un dossard sur votre maillot, ben, soit vous voulez gagner ou faire votre job, que ce soit avec un maillot de l'équipe nationale ou un maillot d'équipe professionnelle, ça ne change pas. C'est les mêmes athlètes ou presque dans le peloton. Oui, exact. La configuration de la course peut changer un peu parce que les équipes sont moins. On a moins de coureurs, puis il y a plus d'écarts entre certains pays qui sont beaucoup surpuissants par rapport à d'autres. Donc, ça change un petit peu la dynamique de course, mais il reste en soi que le rôle reste le même. Puis au Canada, on se connaît bien les athlètes, donc on n'est pas trop perdu lorsqu'on arrive ensemble, même si on ne court pas nécessairement toute l'année ensemble. Je vais faire du chemin là-dessus. Donc, tu as déjà mentionné, là, c'est pas un secret d'État, là, tu vas travailler pour Michael Woods à Tokyo. Michael, quelques victoires cette saison, un parcours avec un certain dénivelé qui peut l'avantager. Ça se compare aux Ardennaises, le parcours de Tokyo?
Ouais, peut-être un peu plus dur, là, un petit peu plus long, mais anyway, c'est dans les cordes de Mike. C'est un parcours qui convient bien. Il a montré cette année qu'il est un des plus rapides au monde, sinon le plus rapide. Très impressionnant. Donc, pour moi, c'est une motivation supplémentaire de savoir que mon support peut l'aider à atteindre la plus haute marche du podium. Donc, ça me motive encore plus. Puis, je suis motivé à travailler encore plus fort pour arriver au top, pour être capable vraiment d'être à 100% pour l'épauler, puis d'être à mon plein potentiel parce que je sais que lui, il va l'être. Puis, on a une chance. On a une belle chance de médaille, puis ça ne se présente pas souvent, je pense. Donc, c'est mon devoir d'être prêt puis d'être à 100% derrière lui. J'ai pleinement confiance. Il a montré aussi au championnat du monde à Innsbruck, en terminant troisième, que c'était quelqu'un qui était capable de répondre présent sur des grands rendez-vous d'une journée. C'est pas tout le temps évident non plus. Donc, Mike me semble prêt. On va avoir une belle équipe. Donc, motivé et pour puis, ça. Alain Philippe, qui pourrait bien faire sur ce parcours-là, ne sera pas là. Donc, ça ajoute un élément comment dire, fait qu'une médaille demeure possible. Là, c'est réaliste là, pour lui. Là. Oui, certainement. Peu importe qui se présente ou qui ne se présente pas, c'est 100% réaliste. Je pense que Mike est capable de battre Alain Philippe, même s'il avait été présent. Donc, je pense pas qu'on a à se mettre de limites en termes de performance. Après, il y a plusieurs facteurs qui peuvent jouer en ligne de compte, mais il faut se donner les moyens de livrer notre meilleure performance possible. Puis ensuite, le résultat sera ce qui sera en fonction de la journée, mais on a toutes nos chances. Toi, Caroline, est-ce que c'est déjà déterminé si ce sera Lia qui sera la meneuse de l'équipe canadienne ou toi, ou ça va se décider quelques jours avant la course? Je pense pas qu'on ait vraiment de meneuse. Je pense qu'on a nos cartes à jouer ensemble. Je pense qu'on a des belles cartes à jouer ensemble. Donc, je pense que ça va être de travailler ensemble pour avoir le meilleur résultat. Mais je pense pas qu'on va avoir de meneuse en tant que telle. OK. C'est moins défini que chez les gars. Oui. Okay. Pour finir, qu'est-ce qu'on vous souhaite d'ici les prochaines semaines? Je ne sais pas où on est précisément la pandémie en Espagne, où tu es, Caroline, ou Hugo en France. Qu'est-ce qu'on vous souhaite? Bon, Hugo, tu as mentionné tantôt, il y a le Tour de Suisse qui s'en vient, fort possiblement le Tour de France. Oui, effectivement, c'est dans les plans. Qu'est-ce que tu peux me souhaiter? Tu peux me souhaiter une première dose de vaccin. Ça s'en vient probablement après le Tour de Suisse. Mais non, plus sérieusement, l'objectif ultime, une victoire au Tour de France, rien de moins. Et c'est l'objectif qui s'en vient pour moi. À Suisse, ce sera vraiment le classement général pour Jakob Fuglsang, mais au Tour, on va plus être à la chasse aux étapes, ce qui va me permettre d'être plus libre et d'essayer d'en remporter une. On a hâte de voir ça. Toi, Caroline? J'ai pas vraiment une course jusqu'au jeu, donc peut-être une petite course, mais à part de ça, c'est vraiment entraînement jusqu'au jeu. Donc, des bons jeux, tu peux me souhaiter ça. Des bons jeux en santé. Oui, en santé. Caroline, Hugo, merci beaucoup. C'est pas plus long que ça, donc je vais vous laisser retourner vaquer à vos occupations. Merci d'avoir pris le temps. C'est pas toujours évident de coordonner des entrevues dans 2 pays, 3 personnes en même temps. Donc, merci, puis on se redonne des nouvelles après vos prochaines courses. Cool, merci à toi. Merci, Caro. Bonne soirée. Journée. Ciao. Bye. Voilà l'entrevue accordée par Caroline Canuel et Hugo Hull à Sportcom dans le cadre de ce dossier hors série. On vous invite à consulter le sportcom.ca ainsi que nos médias sociaux pour les autres dossiers hors série.